Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux et en même temps cela fait un petit quelque chose de revenir sur ce sujet près de 3 ans après. Nous allons parler de la nouvelle saison de Squid Game, la saison 2. On va parler de sa fin, de ses secrets et de la plupart des mystères et intrigues qui ont été installés pour la 3e et dernière saison qui est prévue pour 2025. Bien évidemment je vous avertis dès maintenant, mais cette vidéo va spoil l'entièreté de la saison 2. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder ces nouveaux épisodes avant de voir cette vidéo. Écoutez, sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps et commençons. Tout d'abord, remettons un petit peu de contexte. Avant de nous proposer une nouvelle ellipse de 2 ans pour faire correspondre la date de sortie de la saison 2 avec l'année 2024, on retrouvait Gi-Hun, notre protagoniste principal, 1 an après les événements de son propre Squid Game, en direction de l'avion pour rendre visite à sa fille qui vit désormais aux États-Unis aux côtés de sa mère. Sauf que la nouvelle présence du recruteur va tout chambouler, puisque cela signifie que les jeux vont recommencer, et avec de nouvelles victimes. Et c'est un détail important car le moment normalement libérateur pour Gi-Hun, c'était la mort de Oh Il-nam, le fondateur des jeux du Squid Game, qui a lui-même participé une ultime fois avant que la maladie l'emporte 1 an après. C'est à partir de là que Gi-Hun a commencé à revivre et honorer les promesses qu'il avait faites à son ami Sang-Woo notamment, en aidant sa mère et Sae-byok, en sortant son petit frère de l'orphelinat, ainsi que de continuer les recherches concernant leur mère, qui était toujours bloquée en Corée du Nord. La saison 2 vient nous montrer, après ce laps de temps de 2 ans, la continuité de tout ça. Et personnellement, maintenant qu'ils ont installé la recherche de la mère, la saison 3 pourrait certainement venir y répondre définitivement, histoire d'avoir un rappel et un ultime hommage au personnage de Sae-byok de la première saison. Face à cette nouvelle réalité, que les jeux vont recommencer, le traumatisme de Gi-Hun, après tout ce qu'il a vécu dans le jeu, va le pousser à tout délaisser pour aller contrecarrer l'idée d'une nouvelle édition du Squid Game, afin d'y mettre un terme définitif. Et là, il y a 2 éléments que je trouve très intéressants. Le premier, c'est le développement qu'ils ont apporté avec l'utilisation plus profonde du recruteur, ou le messager si vous préférez. Avec une 2e saison, c'était l'occasion de développer un peu plus le personnage, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'ils en ont fait, voir sa part sombre, lui qui paraît si propre sur lui. Mais le plus intéressant, c'est que ce dernier nous introduit les 2 thématiques principales qui vont nous suivre tout le long de ce nouveau récit. Et la première, c'est la thématique liée au choix. Face à des sans-abri, le messager va proposer à chacun d'entre eux le choix entre de la nourriture et un ticket à gratter. Et la plupart choisiront la seconde option. Et cette thématique du choix, on la retrouve également dans le jeu du pierre-feuille-ciseaux -1. C'est ici une préparation à ce dont nous allons être témoins dans le jeu, puisque les joueurs auront, contrairement à la première saison, le choix de s'arrêter après n'importe quel jeu pour empocher ce qu'ils ont gagné en survivant face aux autres. Vous le savez tous, mais Squid Game est une série qui est plus profonde qu'elle ne le laisse paraître, et qui révèle en réalité de véritables messages en lien avec la société. Contrairement à la première saison, l'accent n'est pas tant mis sur les jeux, qui, avec la présence de Gi-Hun, entre autres, un ancien gagnant, décidé à sauver le maximum de monde, nous propose une édition avec beaucoup plus de survivants, comme par exemple avec le 1, 2, 3 Soleil, où il n'y a que 91 morts à la suite de cette première épreuve dans cette 2e saison, contre 255 dans la première. L'idée ici est de mettre l'accent, avec le maximum de survivants, sur l'importance du vote et les conséquences derrière qui vont avec. Un véritable message que le réalisateur a délibérément installé par rapport à la politique et notamment la situation actuelle de la Corée du Sud. Mais c'est là que cela devient encore plus profond et que la seconde thématique apparaît. Au lieu de sécuriser ce qu'il aurait dû, la majorité finira à chaque fois par relancer une partie consciemment pour espérer gagner plus au détriment de la survie des autres. Une thématique de choix qui permet dans un second temps de nous montrer à quel point le système est pourri entre guillemets de l'intérieur, puisque que ce soit les sans-abri ou les joueurs, ils choisiront naturellement de miser sur la chance potentielle d'obtenir de l'argent au lieu de se nourrir ou d'empocher ce qu'ils ont déjà gagné. Et c'est en réalité car le choix, tout comme dans la première saison, est un petit peu en quelque sorte une illusion, puisque la vie est un enfer pour les participants, que ce soit dans les jeux ou à l'extérieur. Si on revient sur le messager, ce dernier, en plus de la thématique du choix, représente également les gens de là-haut, entre guillemets, qui donnent l'espoir aux joueurs qu'ils peuvent changer leur vie et s'en sortir, alors qu'ils sont tous considérés comme des perdants et des rebuts de la société. Et ce,
même si vous êtes l'ultime survivant et le grand gagnant. Et c'est ici l'importance de Gi-hun, qui malgré sa nouvelle implication dans le jeu se démarque des autres parce qu'il sait la manipulation profonde appliquée par les organisateurs. Le vote après chaque jeu, marqué sur les vêtements par le symbole pour ou contre, permet d'opposer facilement les joueurs entre eux, qui, à mesure que le jeu avance, se divisent encore plus, jusqu'au point de se confronter véritablement, divisés pour mieux régner. Par la suite, il va falloir que l'on en parle, l'intégration d'un tout nouveau joueur qu'on ne s'attendait pas vraiment et qui change toute la profondeur de la série. Ino, le nouveau maître du jeu, le joueur 001. Bon, certains d'entre vous le savent déjà, mais Squid Game était à la base prévu pour être un film, qui avec l'intervention de Netflix s'est transformé en une série. Et dans la mesure où la première saison pouvait donner suite à une continuité, il a donc fallu installer des intrigues qui serviraient de porte ouverte pour une potentielle nouvelle saison. Et c'est le cas avec le récit des deux frères, Ino et Juno, dont l'un enquêtait sur l'organisation secrète pour retrouver son frère disparu depuis des années et qui a fait la découverte que ce dernier était en réalité le maître de ces terribles jeux. La fin de la première saison nous suggérait fortement que Ino allait reprendre la direction de ce qu'avait installé Oh Il-nam, et avec cette saison 2, on retrouve complètement cet héritage avec l'intervention de Ino dans le jeu en tant que numéro 001 et qui bien évidemment, tout comme son prédécesseur, joue un rôle et n'incarne pas réellement un véritable participant. Le second élément intéressant que je voulais vous mentionner avec l'introduction, c'est que Ino conseille à Gi-hun de ne pas participer et d'aller prendre l'avion pour aller voir sa fille. Et c'est un détail fort, je trouve, car cette nouvelle saison nous propose un background pour ce mystérieux maître du jeu, qui est désormais au premier plan. Et plus qu'une mise en garde envers Gi-hun, ce conseil est en réalité sincère, puisque Gi-hun, après ces jeux, contrairement à Ino, a la chance de pouvoir reprendre son rôle de père et donc de profiter de sa famille, entre guillemets. Et c'est probablement ce que j'ai le plus aimé dans cette nouvelle saison. C'est qu'on nous propose une relation singulière entre Gi-hun et Ino qui sont opposés de par leurs idées et leurs objectifs, mais qui se révèlent en réalité très similaires dans leurs histoires. Un peu comme une sorte de miroir. Contrairement aux messagers ou même Il-nam, Ino tout comme Gi-hun est un véritable joueur du Squid Game. Un joueur qui a gagné sa propre édition, qui s'est déroulée il y a plusieurs années. Et la raison de sa participation, il nous la révèle dans ce rôle qu'il est en train de jouer. C'était que sa femme était gravement malade, en plus d'avoir découvert durant la maladie qu'elle était enceinte. Une situation qui nous rappelle Gi-hun sous une certaine forme, puisque l'élément déclencheur qui l'a poussé à participer était que sa mère était atteinte de diabète, et lui comme elle n'avait aucunement l'argent pour la soigner. Et je m'avance un peu, mais étant donné que l'anniversaire de la mort de la femme de Ino coïncide à peu près avec la période où se déroulent généralement les jeux, il est fort à parier que ces dernières auraient perdu la vie au moment où Ino était en train de participer, et qui, comme il nous l'affirme à demi-mot, était son dernier espoir. Un procédé que l'on retrouve avec Gi-hun, où de retour de son édition, il a fait la découverte que sa mère n'avait pas survécu. Tout est fait pour nous montrer une dualité entre le maître du jeu Ino et Gi-hun. Le fait que ce dernier participe au jeu d'ailleurs est très intéressant, puisqu'avec l'implication d'un ancien gagnant désireux de faire échouer cette nouvelle édition et de sauver le maximum de monde, Ino est du coup là pour contrebalancer secrètement la présence de Gi-hun, qui d'après lui est là pour jouer les héros. Ino a justifié son premier vote, celui qui a fait que les jeux ont continué, parce que Gi-hun était perçu comme le guide face aux terribles épreuves à venir. À tel point que cela place Gi-hun dans une place de responsabilité, où les autres joueurs dépendent de lui. Élément qui sera encore plus accentué lors du second jeu, où face à l'erreur de Gi-hun, puisqu'il ne s'agit pas de l'épreuve du Dalgona, Ino va rétorquer qu'il a toujours autant confiance en lui, et qu'il souhaite s'allier à lui. Pareil durant la seconde épreuve, où il va laisser la responsabilité à Gi-hun de choisir qui se chargera des deux derniers jeux de l'épreuve, qui s'avéreront être ceux qui ont failli les faire perdre. Convaincu de devoir faire face à la même bagarre durant la nuit, comme lors de ces jeux, Gi-hun forcera tout le monde à monter la garde, pour finalement rien du tout. Et à terme, lors du moment culminant du grand final, Ino va tuer Junbei, le meilleur ami de Gi-hun, pour lui faire passer un ultime message à la toute fin. Un Junbei que Ino a tout risqué pour le sauver lors du dernier jeu, juste pour pouvoir arriver à ce moment, pour détruire Gi-hun à la fin. Et enfin,
Au lieu de laisser une chance véritable au groupe des Croix de pouvoir s'en sortir avec le vote du lendemain en attaquant en premier le soir même lors de la bagarre comme le suggère Ino en tant que voix de la raison et contrebalance, Gi-hun en tant que héros va pousser son groupe à s'engager dans une voie définitive où les Croix se laisseront massacrer par les ronds, ce qui bien évidemment va obligatoirement les faire perdre le prochain vote, pour s'opposer aux soldats et les organisateurs du jeu eux-mêmes. Un terrible choix qui va causer la mort de plusieurs personnes et discréditer définitivement la position de Gi-hun sous la manipulation de Ino. Et c'est à ce moment que nous allons pouvoir parler de la saison 3, de la scène post-crédit présente et qu'on va commencer à émettre quelques petites théories. Bon, comme nous venons de le mentionner, avec les actes de Gi-hun, le jeu va nécessairement continuer, étant donné que les ronds seront majoritaires. La saison 2 s'est concentrée d'ailleurs sur les 3 premiers jeux, donc il devrait possiblement nous en rester 3 à voir. Et de toute façon, la scène post-générique nous confirme la venue d'au moins un 4e jeu, un jeu en lien avec le thème des trains et des chemins de fer, et où la poupée du 1, 2, 3 Soleil semble avoir désormais un compagnon. On retrouve d'ailleurs le joueur numéro 100, l'homme d'affaires prêt à tout pour continuer le jeu. Dans les intrigues installées, nous avons eu aussi la présentation de numéro 11, une ex-nord-coréenne, soldat du Squid Game, embauchée pour abattre les perdants du jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de nous montrer comment les soldats sont recrutés et choisis, on nous présentait rapidement l'histoire de cette jeune femme à la vie très difficile et qui aurait perdu son enfant âgé de 1 an. Apparemment peut-être toujours en vie en Corée du Nord, mais néanmoins le commissionnaire ne désire plus continuer les recherches. Étant donné la courte liaison installée dans l'introduction du personnage, avec la jeune enfant malade dont le père s'est retrouvé à malheureusement intégrer les jeux sous le numéro 246 pour espérer pouvoir sauver sa fille, maintenant que ce dernier a trouvé la mort à cause de la rébellion, la soldate pourrait d'après moi récupérer l'enfant après la série, comme Gi-hun l'avait fait pour le petit frère de Sae-byok. Au vu de sa longue introduction, ce serait une conclusion assez cohérente. Additionné à ça, suite au manque d'éthique des autres soldats qui laissent volontairement des joueurs entre la vie et la mort pour récupérer leurs organes, 11 pourrait devenir un élément pivot lors d'une ultime confrontation, capable même de se retourner. Mais voilà, c'est en tout cas comment moi je vois les choses. Et d'ailleurs, ces soldats qui trafiquent encore des organes, parlons-en. Comme pour la première saison, c'est une activité qui s'effectue en secret, sans même que le maître du jeu ne soit au courant. Un élément qui accroît la crainte du sous-chef qui supervise cette opération, car contrairement aux anciens jeux, ils ont cette fois-ci volontairement engagé un soldat chirurgien plutôt qu'un joueur pour ne pas se faire repérer. Mais l'élément véritablement intéressant là-dedans, c'est que tout comme les joueurs qui décident de continuer le jeu, le trafic d'organes est simplement, dans le symbole, une surenchère de l'appât du gain ambiant présent dans la série. Bien que les jeux rapportent énormément et sont mis en place par des gens très riches, les soldats exploitent encore plus ces derniers pour se faire de l'argent sur les cadavres des joueurs. Sauf que ce qui fait que Squid Game ça marche, eh bien c'est l'organisation pointilleuse et millimétrée de l'événement, à tel point qu'au-delà de l'île, comme révélé avec le pêcheur qui se révèle être une taupe et donc un complice des organisateurs, beaucoup de personnes sont impliquées pour protéger les jeux et préserver le secret. Pendant près de 2 ans, le pêcheur a fait perdre du temps à Juno, qui enquête pour retrouver l'île des jeux. Et il y a même de grandes chances, je pense, que ce soit lui qui ait même saboté l'épreuve après avoir retrouvé le corps de ce dernier. Tout ça pour dire qu'étant donné les recherches accrues mises en place par Juno et Gi-hun, ce serait symboliquement pertinent que le trafic d'organes, le seul élément dont le maître du jeu n'est pas au courant et n'a pas la main mise, et qui représente la cupidité des soldats, soit la chose qui permette à Juno de retrouver la trace de l'île, de son frère et de Gi-hun. En témoigne d'ailleurs le dernier épisode, où ces mêmes soldats sont fin prêts à transporter des organes hors de l'île pour une transaction. C'est en tout cas pour moi le meilleur moyen pour qu'ils retrouvent l'île et l'organisation. Et d'ailleurs, pour parler de l'ampleur de l'organisation, je me souviens qu'à l'époque de la toute première saison, j'étais un peu dans une théorie du complot à dire que pour qu'une organisation de cette taille puisse opérer et impacter la vie de centaines de personnes dans le plus grand des secrets, il fallait qu'il y ait donc beaucoup de moyens, et c'est le cas, mais accessoirement aussi beaucoup de complices. Le pêcheur, avec son bateau, nous confirme d'une certaine manière que c'est le cas. Néanmoins, je reste toujours convaincu que cela va encore plus loin qu'on le pense. Et quand je dis ça, je fais encore référence, comme il y a 3 ans,
aux policiers. Déjà, dans la première saison, on avait le cas avec Sang-Hoo, qui était très recherché pour ses dettes et sa non-présence au tribunal. Désormais, ce dernier est mort à cause des jeux, dans le plus grand des secrets, donc sa disparition devrait normalement alerter tout le monde. Et il est d'ailleurs loin d'être le seul, puisque les jeux causent la mort de centaines de personnes. On parle quand même de plusieurs personnes qui ont tout simplement disparu des radars dans la ville de Séoul. Ils ont commencé à taquiner d'ailleurs la chose, avec le complice de Gi-Hun, la personne à qui il devait rembourser sa dette et qui a commencé à travailler pour lui au début de la saison, quand il nous affirmait que plusieurs personnes lui devant de l'argent avaient tout simplement disparu, et n'ont donc jamais pu le rembourser. Pour revenir aux policiers, moi je reste assez convaincu que le chef de la police, qui refuse bizarrement de croire Juno alors qu'il avait une balle mystérieuse dans l'épaule et qu'il était inconscient dans la mer, soit de mèche avec l'organisation. En 2 saisons, on nous rabâche même d'ailleurs que la police est inutile. Et voilà, je pense que c'est pour une bonne raison. Enfin, pour conclure, comme on le mentionnait plus tôt, ce qui a permis la continuité de Squid Game, c'est cette intrigue secondaire placée dans la première saison qui relie les 2 frères. Bien que Gi-Hun ait toujours été le personnage central, le joueur gagnant désireux de mettre fin à toute l'organisation, la conclusion qui sera apportée en saison 3 devrait pour moi se tourner un petit peu plus autour de Juno. Les 2 frères possèdent encore aujourd'hui une relation très forte. Leur dernière entrevue nous l'a prouvé, le fait de se revoir les hante, chacun de leur côté. Et tous 2 sont encore aujourd'hui très protecteurs de l'autre. Ino a volontairement épargné son frère, qui enquêtait sur lui, et le fait que le pêcheur qui a retrouvé et sauvé Juno dans la mer soit une taupe au service des organisateurs, peut largement nous laisser penser qu'Ino aurait volontairement sauvé son frère, tout en masquant les preuves. Et inversement, bien qu'il ait compris qu'il était le maître du jeu et l'organisateur de l'événement, Juno a toujours gardé le secret au sujet de l'identité de son frère, et ce même à Gi-Hun 2 ans après. Peut-être que je fais fausse piste, on est là pour en parler, mais comme nous l'a montré à plusieurs reprises cette nouvelle édition de Squid Game, Ino est quand même à l'origine quelqu'un de bon. Et toujours dans cette idée de rapprochement avec Gi-Hun, il est très soucieux des gens qui l'entourent. Au point même qu'il a donné l'un de ses reins à un membre de sa famille, son frère, à l'époque, pour lui sauver la vie. Et bien que désormais sur un chemin qui semble sans retour, eh bien je sais pas, je me dis qu'il y aurait une belle symbolique à ce qu'à la fin de la série, sous une certaine forme, Juno lui rende l'appareil. Après tout, il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans Squid Game, mais simplement des gens qui ont été marqués et détruits par la vie et la société. Ino, contrairement à Will-Nam, reste avant tout un joueur. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je le dis pour le troll, mais la théorie la plus populaire il y a 3 ans, c'était que Gi-Hun était le fils de Will-Nam. Est-ce qu'on pourrait pas refaire la même aujourd'hui en disant que Ino est le fils de Will-Nam, puisqu'il est lui aussi intolérant au lactose du coup, comme le fils de Will-Nam à l'époque. Bon, je blague un peu, mais quand j'ai vu dans la série qu'il était intolérant au lactose, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 2 en commentaire, je suis très curieux de voir également vos analyses et vos théories. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je suis très content de vous avoir reparlé de Squid Game, c'était il y a maintenant déjà plus de 3 ans la dernière fois. Je vous ai complètement partagé ma vision, mes perceptions, mes avis, mes idées. Peut-être que je suis parti un peu loin par moment, le but est avant tout de partager et d'ouvrir la discussion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, c'est très important, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.